Salut à tous, moi c'est Jean, vous regardez l'épisode 2 de la série Transition verte sur la chaîne T'es au courant. Tout d'abord je voudrais m'excuser que j'ai pas posté la vidéo plus tôt, on est mardi et normalement elle aurait dû être sortie le dimanche. C'est ma deuxième vidéo, l'organisation est un peu dure. Je suis un peu stressé devant la caméra, je pense que vous pouvez le voir. Mais je pense qu'il y aura quand même une petite évolution dans cette vidéo là. Donc voilà, bon bref. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques petits sujets intéressants, dont le premier est le plus gros sujet sur Internet, de partout, tu le vois. Tesla a fait faillite. Sérieusement. Les gens, ils n'ont pas capté que hier, c'était le 1er avril, le fameux poisson d'avril. Mais, effectivement, les parts de marché, vous voyez, les actions de Tesla, effectivement, ont baissé énormément. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le Twitter officiel d'Elon Musk. Donc Elon Musk a bien dit que malgré d'intenses efforts pour collecter de l'argent, y compris une dernière vente massive d'œufs de Pâques, nous sommes tristes d'annoncer que Tesla est complètement et totalement en faillite. Vous voyez, tellement en faillite que vous ne pouvez pas l'imaginer. Ensuite, elle a retweeté. Il y a beaucoup de chapitres de banqueroute. Comme les critiques l'ont aussi justement souligné, Tesla les a tous, y compris le chapitre 14,5, le pire des chapitres. Elon a été retrouvé évanoui contre sa Tesla Model 3, bon peut-être pas la sienne, mais en tout cas, entouré des bouteilles Tesla qu'il a. Les traces de larmes séchées encore visibles sur ses joues. Ce n'est pas une déclaration prospective et officielle, parce que évidemment, à quoi ça sert, n'est-ce pas? Sérieusement. Le pire dans cette histoire-là, c'est que quand vous allez checker sur Internet Action Tesla, dans Google, vous allez voir que effectivement, c'est en chute libre. Bon, pas depuis hier, c'est en train de remonter petit à petit. Donc en gros, c'est comme un cercle fermé. D'ailleurs, il y a même un terme pour ça, ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Alors je vous explique le terme. Une prophétie autoréalisatrice est un annoncé plus ou moins récurrent qui modifie des comportements de telle sorte que ils font advenir à ce que la prophétie annonce. Ce qui n'était pas qu'une possibilité parmi d'autres devient réalité par l'autorité de celui ou celle qui énonce la prophétie. En gros, un exemple beaucoup plus simple pour comprendre. Pénurie de beurre. Vous entendez parler, n'est-ce pas? L'État annonce une pénurie de beurre. Tout le monde se rue dans le supermarché. Ils vont acheter tout le beurre possible et imaginable. Toi, tu arrives dans le supermarché et effectivement, il y a la pénurie de beurre. Une prophétie autoréalisatrice. Donc, ici, on voit que la pente des actions de Tesla font que monter et chuter. Bon, bien évidemment, partout dans le monde, c'est la même chose. Avec n'importe quelle compagnie, vous prenez Apple, Google ou même Domino's, j'ai envie de dire, c'est la même chose de partout. C'est juste que peut-être les chutes et les montées ne vont pas être aussi accentuées. Alors chez Tesla, chaque fois qu'il y a eu des grosses chutes, vous n'allez pas deviner, c'était lorsque ils ont sorti les nouveaux modèles. Donc, la Roadster 1, ensuite Model S, ensuite Model X et maintenant Model 3. Coïncidence? Je pense pas. Donc, à chaque fois que Elon Musk ou Tesla annoncent qu'en quoi ils vont sortir un nouveau modèle, la presse et les médias font souligner exactement ce qu'il dit. C'est-à-dire que s'il dit que ce modèle 3 il va être livré demain et que, bon, par malchance, il n'est pas livré demain, ça y est, c'est la fin du monde. Tesla fait faillite, ils sont en chute libre, c'est pas bon du tout. Donc en gros, comment ça marche? Le truc, c'est que toi, tu es là le matin, tu ouvres ton petit journal, ou plutôt Internet, et tu vois que l'action dans une certaine compagnie, donc pour moi par exemple Tesla, a chuté de 1, 2, peut-être 3%. D'accord? Tu vas te dire, c'est pas beaucoup. Sauf que, quand tout le monde regarde ça, voit qu'il y a une chute, tout le monde va se ruer vers les actions pour les revendre. Parce que il faut que je les revende très très vite tant qu'ils sont encore assez chers. Du coup, ça crée comme une boule de neige qui descend la pente. Tout le monde revend toutes ces actions-là. Du coup, le problème, c'est que plus les gens revendent, plus les actions baissent. Enfin, plus le prix d'action baisse. Tesla sont dans la galère. Et puis voilà, c'est la fin du monde, c'est fini. Le problème, c'est que, comme par hasard, la semaine dernière, il y a eu un accident d'un conducteur de modèle X sur une autoroute. C'était un accident fatal. La personne ne s'en est pas sortie. Donc là, les gens se sont dit directement, ça y est, les voitures autonomes, ça sert à rien. L'autopilote, c'est des foutaises. Tesla, ils savent pas ce qu'ils font et puis on n'a pas confiance en eux et puis voilà.
Concernant l'accident, on va en parler dans quelques minutes, mais surtout je voudrais en parler concernant ces actions qui font que tomber et remonter de temps en temps. Bon, là en ce moment ils remontent bien évidemment, et moi personnellement je crois qu'ils vont remonter sans problème. Il faut juste être assez patient. Le truc c'est que toutes les compagnies sont là à leur dire, enfin surtout les presses et les médias, sont là à dire que ça y est, vous voyez, Tesla, on ne peut pas leur faire confiance parce qu'ils ont annoncé la production de Model 3, Tesla Model 3. Ils ont annoncé qu'en quoi d'ici fin mars, fin avril, ils vont être à 2500 véhicules par semaine. Bien évidemment, ils ne sont pas parce qu'il y a eu des problèmes de production, parce qu'il y a eu l'importation de certains détails qui n'étaient pas fabriqués directement en Amérique. Bon, tous ces petits problèmes-là ralentissent forcément la production de Model 3. Mais je tiens à dire que qui c'est qui a commencé à tout ça? Qui c'est qui a commencé Tesla? Qui c'est qui a commencé la production de Model 3? Donc techniquement le troisième véhicule dans la marque de Tesla. Toutes ces personnes-là qui envoient des pics envers Tesla, ils sont là parce qu'ils ne croient pas forcément dans cet avenir plus vert. Certes, là vous allez dire que mec, toi tu es un Tesla fanboy, c'est-à-dire t'es une groupie en quelque sorte. Oui, peut-être, parce que j'aime l'idée, j'approuve énormément ce futur plus vert et beaucoup plus durable, en quelque sorte. Le problème est tel que un certain John Thompson, son métier est de gérer les fonds, donc gérer les grosses parties d'argent. En fait, lui, c'est le chef de la compagnie Willis Capital Management. Il a dit que, en réalité, Tesla vaut 2 fois plus que Ford. Bien évidemment, estimation de la valeur de l'entreprise des deux compagnies, n'est-ce pas? Mais Ford a fait 6 millions de voitures l'année dernière avec un bénéfice de 7,6 milliards de dollars. Tesla, par contre, elle n'en a fait que 100 000 voitures avec une perte de 2 milliards. En outre, Ford dispose de 12 milliards de dollars en espèces, c'est-à-dire en cash pour les jours noirs. Alors que Tesla n'aura probablement plus d'argent dans les 3 prochains mois. Je n'ai jamais rien vu d'aussi absurde dans ma carrière. Là, j'ai envie de dire un truc. Le mec, il compare Ford, qui a été fondé par Henry Ford en 1903, à une compagnie, petite compagnie, minuscule compagnie, une start-up d'ailleurs, Tesla, qui a été fondée en 2003. 1903, 2003. Ford a eu 100 ans, un siècle pour évoluer, grandir et prendre le monopole des voitures, n'est-ce pas? C'est comme si que un mec, il connaît tout à l'athlétisme et à la course. Il a réussi à finir sa course. Contre lui courait un mec qui avait 100 ans moins que lui, donc on va dire 115 contre 15 ans. Voilà. Le mec, il connaît rien, il a commencé hier. Il a quand même fini sa course. Et là, tu le compares les deux et tu essayes de dire qu'en quoi le mec qui a 15 ans, il est nul, faut pas lui faire confiance et que c'est foutu. C'est ridicule, n'est-ce pas? J'ai envie de dire que tous ceux qui ont commandé des modèles 3, d'ailleurs, si vous savez les gens qui ont en France ou en Europe qui ont commandé des modèles 3, mettez-les en commentaire. Genre là. J'ai envie de savoir combien de gens vous connaissez qui ont commandé des modèles 3 ou juste tout simplement qui ont des voitures Tesla. Donc le truc c'est que les modèles 3 ils sont en production, certes ils sont en retard, certes ils ont eu des petits problèmes, mais je vous rappelle qu'ils sont toujours là, ils sont toujours en train de se faire. Il y a toujours les gens en Amérique qui sont en train de les recevoir. Ils ont battu quand même 2 mois consécutifs, janvier et février, comme les voitures les plus populaires vendables dans le continent nord-américain, que ce soit États-Unis ou Canada. Ils battent de loin tous les autres véhicules, comme Chevrolet Volt, Nissan Leaf, et puis il y en a quelques d'autres aussi. Le truc c'est que les médias ils sont là juste à essayer de les rabattre, à rabattre Tesla. Ils veulent pas les mettre en avant Tesla, ils veulent toujours essayer de faire en sorte que on les voit toujours de mauvaises images. Parlons maintenant de l'accident de Model X qui a eu lieu il y a quelques jours, un accident malheureusement tragique. Les médias bien évidemment directement ont dit que c'est la faute à Tesla et la faute à leur assistant de conducteur autopilote. Effectivement, l'autopilote était bien allumé, mais Tesla, ils ont sorti la boîte noire de leur véhicule. Bon, bien évidemment, tous les véhicules Tesla, ils ont leur petite boîte noire. Ils ont vu d'ailleurs que l'autopilote avait demandé au conducteur de reprendre main, car, comme je l'avais dit auparavant, de temps en temps, l'autopilote demande de mettre les mains sur le volant pour bien checker si on n'est pas endormi, si on n'est pas distrait par les portables, les films, la musique, ou juste pour parler à notre voisin. Donc le truc, c'est que l'autopilote avait bien signalé qu'il fallait bien toucher le volant. Il n'y a eu aucune action venant de la part du conducteur, c'est-à-dire qu'avant l'accident, pendant 6 secondes, il y avait bien l'alerte de reprise en main de l'autopilote. Ça, c'est le premier lieu. Donc là, tu pourrais dire que c'est la faute au conducteur, même si ça n'arrange pas grand-chose, la personne est morte, malheureusement.
Deuxième problème, c'est que, vous voyez, sur les autoroutes, quand il y a les deux voies qui vont se séparer, il y a bien un truc au milieu, des poteaux, ça ce sont des bouteilles d'eau. Tout ça, c'est pour éviter que lors d'un accident, pour qu'il ne soit pas vraiment mortel, c'est-à-dire que, quelle que soit la vitesse, pour minimiser les dégâts. Et ben, le truc, c'est que donc entre les deux voies, cette petite barrière là, en fait, elle était déjà cassée. C'est-à-dire que un jour avant l'accident, cette barrière elle était cassée parce qu'effectivement il y a eu déjà un accident. Ceux qui travaillent sur l'autoroute, ils l'ont pas réparé. Ils ont juste mis les petits plots orange pour bien évidemment attirer notre attention pour savoir que bon bah là on va aller vers le mur. Ça c'est le deuxième lieu. Troisième truc, c'est que vous savez, quand vous conduisez sur l'autoroute, si jamais vous vous déportez un peu trop à droite vers le mur de l'autoroute, vous savez, sur la ligne blanche, il y a ces petits bandes qui font qu'au moment où on roule dessus, ça fait vibrer toute la voiture et là, ça nous réveille. Par exemple, au moment où la personne va s'endormir, si jamais elle tire un peu trop à droite, et ben, ça va la réveiller, ça va l'alerter comme quoi elle est en train de sortir, de dévier de sa trajectoire normale. Et ben, sur l'autoroute, sur ce segment-là, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas là. Ça aurait été quand même un atout pour la personne qui est en train de parler. Elle aurait fait attention beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Ça c'est le troisième lieu. Et en quatrième lieu, le dernier mot, le truc c'est que l'autopilote était activé de façon qu'il devait suivre une voiture. Le modèle X concerné devait suivre une voiture à la distance minimale. Vous savez donc quand vous engagez votre autopilote, il peut avoir une longueur de distance, une, deux, trois voitures, etc. Et bien cette fois-ci, elle était réglée sur une distance d'une voiture minimum. Et effectivement, peut-être la voiture devant a dû se rendre compte que il y a une séparation de voies, donc elle a dû aller soit à droite ou à gauche. Bon, encore une fois, c'est juste moi, j'ai regardé sur la carte, j'ai lu les infos par-ci par-là, c'est juste mon avis de ce qui s'est passé. Je suis pas là en train de dire comme quoi c'était vraiment le cas, et puis voilà. La voiture donc a dû virer à droite ou à gauche, ou peut-être tout simplement la personne qui était devant, elle s'est rendue compte que c'était pas la bonne voie, et du coup, en dernier moment, elle a changé de voie. Sauf que, comme vous pouvez le voir là, les deux voies elles sont en train de s'élargir presque parallèlement. Et devant, plus ça s'élargit, plus ça ressemble à une voie, comme une troisième ou quatrième voie. Du coup, l'autopilote du modèle X, il a dû se voir comme quoi la voie elle est libre, et donc bien évidemment accélérer jusqu'à la vitesse limite autorisée. Par exemple, là en ville, vous allez conduire avec une vitesse de 40 km/h avec l'autopilote activé. Et donc là, dès le moment que la voiture devant vous va sortir, et ben, votre autopilote va accélérer jusqu'à 50 km/h. Ben là c'était pareil, sauf que là c'était 80 miles à l'heure, c'est-à-dire 128,7 km/h. Bon, en gros, il était presque à 130 km/h. Du coup, très probablement, la voiture a dû accélérer puisqu'il n'y a personne devant elle et c'est logique d'être sur la vitesse autorisée, maximale. Donc, le truc, c'est que tous ces petits problèmes, les petits défauts qui se sont ajoutés, ont conduit à cet accident-là. Les médias ont directement dit Tesla, accident, autoroute, Tesla c'est pas bon, faut pas leur croire, faut pas leur faire confiance. Le problème c'est qu'ils ont aussi dit qu'en quoi la personne est morte prise dans un piège parce que bien évidemment la Tesla s'est enflammée. J'ai envie de vous montrer ici une vidéo qui montre que les batteries de Tesla s'enflamment une par une, ils vont pas s'enflammer. Il n'y a pas tout le pack de batteries qui va s'enflammer. Comme vous pouvez voir, c'est des petites flammes. Là vous allez vous dire alors comment ça se fait que la personne est morte. La personne a heurté le mur presque à 130 km/h. Je veux dire, si c'était une voiture normale, alors la voiture a ressemblé à une chenille compressée. Là, bien évidemment, la voiture est bien défoncée, l'avant est tout arraché, et puis après, par la suite, bon, bah, les feux ont repris et on peut voir que dans l'habitacle, il y a quand même pas mal de dégâts. La personne concernée, elle est morte dans l'hôpital, certainement dû à l'accident, au traumatisme qu'il a eu et peut-être aussi à certaines brûlures. J'ai envie de souligner ici que des moments qu'il y a des petits accidents là, directement les médias essaient de dire qu'en quoi c'est l'autopilote de Tesla qui est fautif. Il ne faut pas croire dans l'idée de Tesla et les voitures autonomes. Sauf qu'ils ont tort. Le truc c'est que l'autopilote de Tesla c'est un assistant au conducteur. C'est comme si que toi tu es là, tu es en train de pédaler sur ton vélo, tu ne sais pas encore bien garder l'équilibre, donc tu as les deux roues arrière, n'est-ce pas? Et bah tu vois un trou devant toi. Et toi, tu crois que vu que tu as les deux roues derrière toi qui vont te soutenir pour l'équilibre, bah c'est pas grave, tu vas foncer dedans. Tu tombes. C'est la faute à qui? À toi ou à l'autopilote? C'est un assistant. Il faut bien évidemment l'activer sur l'autoroute. Il y a plein de gens qui l'activent en pleine ville, certes, mais ils sont en train de quand même essayer de garder la lucidité pour être bien avertis de tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ce n'est pas encore l'autonomie totale, comme on dit, l'autonomie du niveau 5 de l'autopilote. C'est juste un assistant, je tiens à le dire. Donc quand les médias disent que les feux électriques sont très dangereux et que ces voitures-là sont très dangereuses, je vous rappelle que si jamais on va blâmer maintenant
le système des autopilotes et des voitures autonomes, on ne va pas aller loin parce que le progrès, c'est maintenant qui se fait. Certes, il y aura des accidents. Bien, malheureusement, certaines ils seront mortelles. Mais quand on avait adopté les voitures et on avait préféré les voitures aux chevaux, on avait les accidents qui étaient bien plus mortels que tomber d'un cheval. Tu tombes d'un cheval, on te casse le fémur, on te casse le bassin. Tu rentres dans un mur avec ta voiture, généralement, tu t'en sors pas bien parce que le niveau de sécurité à l'époque c'était pas bon, la vitesse elle était bien plus grande et puis il y avait plein de métal autour de toi. Il faut juste se dire que dès moment qu'à la première heure, faut pas se dire que c'est bon, je m'en lave les mains, c'est pas mon problème. Et plutôt se tourner vers le fait qu'on apprend sur les erreurs et continuer de l'avant. En parlant de poisson d'avril, la compagnie Porsche, pour le 1er avril, ils ont sorti une annonce. Vu que leur gamme de Mission E, la mission E, marche très bien, enfin surtout qu'elle a été très très bien acceptée, ils vont sortir un tracteur dans la même gamme, c'est-à-dire un tracteur pour les fermiers, qui sera totalement électrique, c'est-à-dire il y a zéro pollution. À la fin de leur annonce, ils ont bien évidemment dit que ça ne sera jamais fait puisque c'est pas vraiment dans leur délire et qu'ils sont en train de construire un futur bien plus luxueux et bien plus de standing si on voulait dire ça. Le problème c'est que je comprends pas où est la blague. Ils ont bien évidemment dit qu'ils vont sortir un véhicule propre, mais après ils ont dit que non c'est une blague, on ne compte pas le faire. Le truc c'est que les fermiers, c'est les premières personnes, je pense que c'est les premiers cibles de cette pollution là. Je suis sûr que tous les fermiers d'ailleurs ils vont chercher à réduire leurs coûts maintenance, pollution, carburant. Là en leur offrant un véhicule qui sera totalement propre, un tractopelle qui sera totalement propre au niveau de la pollution, totalement électrique, ça va leur donner pas mal d'avantages. Tout d'abord un moteur électrique est beaucoup plus puissant qu'un moteur thermique normal. Il faudrait bien quelqu'un qui le fasse un jour, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai envie de parler d'une compagnie française que vous connaissez tous, Renault. Lorsque Renault a commencé à vendre la Zoé toute électrique en France, elle avait un système controversé qui empêchait les acheteurs de posséder la batterie. C'est-à-dire qu'ils pourraient soit posséder la voiture et payer une redevance mensuelle pour louer le pack, ou alors ils pouvaient carrément louer la voiture entière avec le pack. Bien qu'il s'agisse d'un schéma controversé, bien évidemment, sans aucun doute, c'est un succès car la Renault Zoé est devenue le véhicule tout électrique le plus populaire en France, avec les ventes très haut placées. Mais maintenant, du coup, Renault a proposé une nouvelle idée. Le constructeur automobile français permet enfin aux particuliers d'acheter le véhicule avec la batterie et posséder effectivement cette batterie-là. Xavier Martinet de Renault, le directeur de marketing en France, a donc fait une annonce suivante. Lorsque nous avons lancé nos premières voitures électriques, Renault a été pionnier sur le marché et nous nous sommes concentrés sur la location de la batterie. L'objectif était d'encourager nos clients à opter pour des véhicules électriques et de leur apporter une plus grande tranquillité d'esprit. La performance et la durabilité de nos batteries ont maintenant été largement prouvées. Il était temps pour nous d'offrir à nos clients le choix entre l'achat ou la location d'une batterie. Donc maintenant, actuellement, les acheteurs français peuvent encore louer la batterie de la Zoé, qui a récemment d'ailleurs obtenu un moteur bien plus puissant. Mais maintenant, ils peuvent aussi l'acheter, cette même batterie, pour 8 900 €. La Zoé commence donc à partir de 23 700 € avec une redevance de 49 € par mois pour la batterie qui peut augmenter en fonction de votre kilométrage. À cette époque, l'année dernière, le constructeur automobile français a déclaré qu'il avait plus de 100 000 packs de batteries louées. Mais il est logique maintenant de donner la possibilité aux acheteurs de choisir soit entre la location du véhicule, la location de la batterie ou carrément posséder le véhicule entier avec la batterie là. C'est quelque chose qui est vraiment bien et ça peut se faire à partir d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du toit solaire Tesla ou comment ça s'appelle en anglais le Tesla Solar Roof? Non? Bon, je vais vous raconter un truc. Il y a un an à Los Angeles, Elon Musk avait annoncé qu'en quoi ils vont produire les toits solaires. C'est-à-dire que maintenant, cette fois-ci, les gens ne vont pas installer les panneaux photovoltaïques sur les toits. Ils vont installer carrément un toit dans lequel il y aura des mini panneaux photovoltaïques dans chaque tuile. Peut-être pas dans chaque, parce que pour l'instant ils sont en train d'évoluer, en train de voir la technologie, mais chaque deuxième tuile en fait a une petite batterie qui remplace effectivement un grand panneau solaire. C'est un très beau projet pour l'avenir. Une de ses premières installations clients est maintenant connectée au réseau et fonctionne très bien. Ce client Solar Roof était dans une situation un peu complexe parce que effectivement Tesla avait installé le toit solaire, installé les Powerwall, c'est-à-dire les batteries de stockage d'énergie, et tout a été mis en œuvre pour que ça marche. Le truc c'est qu'il fallait qu'une compagnie d'électricité vienne vérifier
toute l'installation pour effectivement dire comme quoi, bon bah c'est bon, ça marche, c'est ok, tu peux l'allumer et la mettre en action. La semaine dernière, donc ce client a dit comme quoi la compagnie de son fournisseur d'énergie électrique est bien passée, ils ont vérifié toutes les installations, ils ont approuvé le projet et du coup maintenant le toit marche très très bien. Cette capture d'écran vous montre l'information de flux de puissance par l'application mobile Tesla. Et du coup, le système produit 5 kW. Il alimente 300 watts à la maison, tout en chargeant du coup la Tesla Powerwall avec un taux de 404 kW. Donc la maison va consommer 300 watts et tout le reste, tout ce qui produit, va dans la batterie de stockage. C'est une maison qui est affrontée à l'autoconsommation. C'est peut-être un nouveau terme pour vous. En gros, vous avez un toit solaire, vos panneaux photovoltaïques vont capter cette énergie-là, vont la transformer en énergie électrique, vous allez la stocker, vous allez la consommer quand vous voulez, et c'est un cercle fermé, c'est-à-dire que vous avez une voiture électrique, vous la chargez à partir de vos panneaux solaires. Vous avez vos électroménagers, vous les branchez sur votre batterie. Tesla a déclaré que leur système est évolué à 9,85 kW quand il tourne à pleine puissance. Plus tard, le propriétaire a partagé une autre capture d'écran, sur Twitter d'ailleurs, montrant le système produisant 6,2 kW et il est en train de revendre sa propre énergie. Maintenant que votre Powerwall, votre batterie stockage est chargée, votre voiture est chargée et que chez vous, vous n'utilisez pas tant que ça d'énergie, tout le excédent d'énergie, vous avez deux choix. Soit vous allez les stocker encore plus. Je pense que si jamais tu stockes deux, trois fois, peut-être 10 fois la consommation habituelle de ta maison, tout le reste, tu peux très bien le revendre dans le réseau. Donc en quelque sorte, tu tues deux lapins d'un coup. Première chose, c'est que tu es en train de revendre ton électricité, l'argent revient vers toi et tu es en train de rembourser petit à petit le toit qui t'a coûté un peu cher. Deuxièmement, l'électricité maintenant qui est dans le réseau, elle est verte. Bon, certes, peut-être c'est pour toi de l'amour propre parce que tu sais que dans le réseau national, local, il y a de l'électricité verte. En quelque sorte, personne ne verra la différence. Il n'y a pas de petit marquage, il n'y a pas de petite étoile sur laquelle c'est marqué elle est produite du soleil. Mais ça reste d'un amour propre et toi, tu seras bien content. Non. Le propriétaire de la maison a également partagé sur Twitter quelques images intéressantes montrant le processus d'installation des tuiles solaires. Cette même personne a publié sur Twitter comme quoi son toit était en train de produire 5,4 kW de puissance en énergie et c'était une matinée très très nuagée. Donc je pense que si jamais c'est une matinée nuagée, il y a 5 kW de puissance dans l'énergie. Si jamais il y a vraiment ciel bleu et du soleil, ça peut très bien monter jusqu'à 8 voire 9,85 kW. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je m'excuse encore une fois de n'avoir pas publié cette vidéo bien avant. Le truc c'est que, comme je vous ai dit, j'étais pas là et le truc c'est que j'avais juste oublié de prendre la caméra et je pouvais pas me filmer sans rien du tout. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, c'est très important car en mettant des likes, cette vidéo pourra être dans les tendances et plus de gens pourront la voir. Si ça vous intéresse, vous pouvez carrément se souscrire, c'est dans ce petit bouton rouge là. Mettez des commentaires, si jamais vous avez des thèmes qui vous intéressent, vous pouvez toujours me demander de faire des petites vidéos là-dessus pour aller en plus en profondeur. Et voilà, mettez des commentaires, des likes, partagez cette vidéo et on se verra dans une prochaine vidéo. Maintenant, tu es au courant.